La mort de 13 soldats français au Mali. Ils ont perdu la vie dans une collision d'hélicoptères. Ils étaient engagés dans l'opération Barkhane. Au Soudan, les femmes réclament la fin des violences à leur égard. Elles ont manifesté à Khartoum, la capitale, pour se faire mieux entendre. Les précisions sont à suivre dans ce journal. Et puis, 3 Américains sont sortis de prison après 36 ans derrière les barreaux. Ils étaient accusés du meurtre d'un élève. Ce sont de nouveaux témoignages qui ont permis de les libérer. Voilà donc pour le sommaire de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Et direction le Mali, où 13 militaires français ont perdu la vie dans un accident. Il s'agit d'une collision d'hélicoptères. Les soldats français sont engagés au sol dans l'opération Barkhane depuis 2013. C'est l'un des plus lourds bilans humains essuyés par l'armée française depuis l'attentat de Drakkar au Liban en 1983. À l'époque, 58 morts ont été dénombrés. Lundi, la collision de 2 hélicoptères a causé la mort de 13 militaires français au Mali. Parmi les victimes figure le fils de l'ancien ministre et sénateur centriste français Jean-Marie Bockel. 7 des militaires tués appartenaient au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau, au sud-ouest du Mali, et 4 autres au 4e régiment de chasseurs de Gap, au sud-est. L'accident est survenu lundi soir dans le Liptako, dans la région de Ménaka, aux confins du Mali, Niger et Burkina Faso, pendant une opération de combat. Engagés au sol depuis quelques jours, des commandos traquaient un groupe de terroristes décelés quelques heures plus tôt qui évoluaient en pick-up et à moto. Ils ont ensuite été renforcés par des hélicoptères. Le président français Emmanuel Macron a salué la mémoire de ces militaires de l'armée de terre tombés en opération et morts pour la France dans le dur combat contre le terrorisme au Sahel, disait un communiqué de la présidence française. Cet accident porte à 38 le nombre de militaires français tués au Mali depuis le début de l'intervention française en 2013 avec l'opération Serval. 43 soldats maliens ont été tués mi-novembre dans une attaque dans l'est du pays, près de la frontière nigérienne, s'ajoutant à une centaine de militaires maliens morts dans 2 attaques djihadistes en 1 mois cet automne dans les mêmes confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso. C'est ce mercredi que les Namibiens vont aux urnes pour donc élire le prochain président de la République. La commission électorale du pays a assuré de son côté qu'elle était prête pour et bien préparée pour la supervision des opérations ce jour. La Namibie vote ce mercredi pour des élections générales. La victoire est promise une nouvelle fois au parti qui la dirige depuis son indépendance en 1990. Ce, malgré une récession économique sévère et la grogne montante de la population. Rien, ni la crise, ni l'usure du pouvoir, ne semble en mesure de faire vaciller le régime issu de la guerre de libération. La commission électorale a annoncé être fin prête pour la bonne tenue des élections. La commission est heureuse de confirmer que nous sommes effectivement prêts et bien préparés à organiser les élections présidentielles et nationales en 2019. Face à la machine électorale parfaitement huilée du président sortant, l'opposition fait pâle figure. La première femme à briller la magistrature suprême, Esther Mouidjangé, s'en est pris à la corruption et au clientélisme du régime. Malgré un sous-sol gravé de ressources naturelles, dont l'uranium, des fonds marins riches en poissons et en diamants, et l'essor de son tourisme, la Namibie semble engluée depuis 2016 dans une sévère crise économique. Mais pour cause de chute des cours en matières premières et de sécheresse persistante depuis plusieurs saisons, la plupart de ces indicateurs ont viré au rouge vif. Et on reste toujours en Afrique australe, ou au Botswana précisément. Le principal parti d'opposition a déposé devant la justice un recours en annulation pour fraude des élections législatives d'octobre dernier. Ce recours prend en compte près de la moitié des circonscriptions remportées par le parti au pouvoir.
Le principal parti d'opposition du Botswana a déposé devant la justice un recours en annulation pour fraude des élections législatives d'octobre dernier dans près de la moitié des circonscriptions remportées par le parti au pouvoir. La coalition pour un changement démocratique UDC estime qu'il y a eu des irrégularités dans certaines circonscriptions et indique qu'elle ne renoncera pas avant que justice soit faite. Dès la proclamation des résultats, l'UDC avait accusé le régime d'avoir délibérément organisé un vol du scrutin parce qu'il s'est rendu compte qu'il était en difficulté. La Haute Cour dispose de 90 jours pour se prononcer sur les requêtes de l'opposition. Même si la Haute Cour tranche entièrement en sa faveur, les recours déposés par l'opposition dans 16 circonscriptions ne menacent pas la majorité absolue du parti au pouvoir. Au pouvoir depuis l'indépendance en 1966, le Parti démocratique du Botswana BDP a remporté les législatives du 23 octobre dernier en remportant 38 des 57 sièges du Parlement. Son chef, Mokwesi Masisi, a été élu président du pays malgré la fronde inédite de son prédécesseur Ian Kama qui a claqué la porte du BDP, l'accusant de dérive autoritaire. Pendant ce temps, l'UDC, le principal parti d'opposition, a recueilli 15 sièges. Les étudiants en Algérie ont encore manifesté ce mardi à Alger pour la 40e semaine consécutive. Une manifestation sans incident durant laquelle ils ont affiché leur hostilité à la tenue de l'élection présidentielle prévue pour le 12 décembre prochain. Ils étaient plus d'1 millier d'étudiants et de citoyens dans les rues ce mardi. Plus d'1 millier d'étudiants et de citoyens ont défilé sans incident de la place des Martyrs jusqu'à la Grande Poste, lieu de rassemblement du Hirak, le mouvement de contestation inédit qui secoue l'Algérie depuis le 22 février dernier. Scandant Algérie libre et démocratique, on jure qu'il n'y aura pas d'élection ou encore état civil et non militaire. Les manifestants ont égrené les noms des candidats à l'élection présidentielle, suivis d'un dégage pour chacun d'entre eux. L'Algérie doit trouver un remplaçant au président Abdelaziz Bouteflika, contraint à la démission le 2 avril dernier sous la pression conjuguée de la rue et de l'armée. Mais la contestation refuse que l'appareil hérité du président Bouteflika organise le moindre scrutin et exige au préalable son remplacement par des institutions de transition. Les 5 candidats en lice à la présidentielle ont tous participé à la présidence Bouteflika ou l'ont soutenu. En réponse au chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, les étudiants ont durant la manifestation crié que faire barrage au vote est un devoir national, estimant que celui qui vote est un traître national. La semaine dernière, ce général aux commandes du pays depuis la démission de Bouteflika, on a de nouveau appelé aux enfants fidèles de l'Algérie et leur devoir envers la patrie, leur demandant d'aller aux urnes. Au Soudan, les langues se délient après le départ d'Omar el-Béchir, chassé du pouvoir. Les femmes ont manifesté pour réclamer le respect de leurs droits et la fin des violences à leur égard. Elles étaient dans les rues de Khartoum, la capitale. Un reportage. Les manifestantes ont scandé des slogans phares du mouvement de contestation qui avait secoué le Soudan de décembre 2018 à août 2019 et a précipité la chute du président Omar el-Béchir, destitué par l'armée en avril dernier. Dans un quartier de Khartoum, de nombreuses femmes ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « La révolution des femmes continue et nous sommes la révolution, nous sommes le changement ». D'autres pancartes ont appelé à l'arrêt du viol des femmes du Darfour, région de l'ouest du Soudan qui a été le théâtre d'une guerre sanglante. Durant les 30 ans de règne d'Omar el-Béchir, le Soudan a appliqué une version très rigoriste de la charia, la loi islamique. Des milliers de Soudanaises ont été condamnées à de lourdes amendes et flagellées pour tenue indécente ou consommation d'alcool selon des membres de la société civile. Les femmes ont été en première ligne des manifestations contre Omar el-Béchir, puis contre les militaires lui ayant succédé. L'arrivée d'un nouveau pouvoir en août a soulevé l'espoir chez de nombreux militants des droits humains que ces autorités se débarrasseront des lois encourageant la violence contre les femmes. À Khartoum, une femme dit être venue manifester pour réclamer la fin des violences contre les femmes. « J'ai été victime de harcèlement sexuel, mais c'est rien par rapport à ce que d'autres femmes ont subi », a-t-elle précisé. Abdallah Hamdok, le nouveau Premier ministre, a donné des premiers signes encourageants en nommant 4 femmes ministres et en promettant de défendre les droits des femmes.
Et à Hong Kong à présent, l'écrasante défaite des candidats pro-Pékin lors des élections ce dimanche, les élections locales ce dimanche, ont traduit le mécontentement de la population. La chef de l'exécutif hongkongais l'a reconnu mardi. Carrie Lam n'a cependant fait aucune concession pour tenter d'enrayer la crise politique que traverse la grande mégalopole depuis près de 5 mois. La dirigeante hongkongaise qui cristallise la colère des manifestants s'est engagée mardi à améliorer la gouvernance de l'exécutif. Carrie Lam a reconnu que ces élections avaient révélé les lacunes du gouvernement, notamment le mécontentement quant au temps mis pour gérer l'instabilité actuelle et bien sûr pour mettre fin à la violence. À Pékin, les médias ont passé sous silence la victoire de l'opposition pro-démocratie, préférant discréditer les conditions dans lesquelles le scrutin s'est tenu. En effet, les candidats pro-démocratie ont raflé dimanche 388 des 452 sièges de conseillers de district lors des élections locales, un camouflet pour Carrie Lam et pour les autorités chinoises. Les protestataires tiennent la chef de l'exécutif pour responsable de la crise politique sans précédent que connaît l'ex-colonie britannique. La radicalisation des manifestants et la violence croissante de leurs actions n'ont pas empêché les électeurs de sanctionner le gouvernement. Les résultats du vote aussitôt connus, les manifestants pro-démocratie ont invité Carrie Lam à accéder à leurs 5 revendications, dont l'instauration du suffrage universel et une enquête sur ce qu'ils considèrent comme des violences policières. Mais Carrie Lam a préféré étudier ces demandes pour dénoncer la violence des protestataires et réitérer son offre de dialogue entre toutes les parties. Une proposition rejetée par les opposants qui la jugent trop tardive et insuffisante. Que ressent-on après avoir passé 36 ans derrière les barreaux et qu'un tribunal finit par vous acquitter? C'est l'histoire de 3 Noirs américains. L'histoire se passe à Baltimore, aux États-Unis. Ils étaient accusés du meurtre d'un élève. Erreur judiciaire, on voit tout cela dans ce reportage. Alfred Chetnut, Andrew Stewart et Ransom Watkins ont été jugés innocents du meurtre de DeWitt Duquette, un garçon de 14 ans abattu en 1983 dans les couloirs de son école lors du vol de son blouson. Le meurtre de DeWitt Duquette avait suscité beaucoup d'émotions à une époque où les établissements scolaires étaient encore largement épargnés de la violence des armes à feu. Sous pression, les enquêteurs s'étaient rapidement orientés vers 3 anciens élèves de l'établissement, des jeunes noirs âgés de 16 et 17 ans, parce qu'ils avaient été vus sur place un peu plus tôt et que l'un d'eux possédait un blouson identique à celui volé à la victime. La police avait insisté et lors du procès, 4 personnes avaient assuré que ces 3 jeunes étaient bien les auteurs du meurtre. Les juges les avaient condamnés à la prison à vie. Or, ces 4 témoins sont depuis revenus en arrière et ont expliqué avoir subi des pressions de la part de la police, d'après une association qui lutte contre les erreurs judiciaires et a participé à la réouverture du dossier. 36 ans plus tard, la procureure de la ville portuaire s'est engagée à ce qu'il soit dédommagé. J'ai hâte de vivre le reste de ma vie, d'être aussi humble que je le suis, de louer Dieu, de veiller sur ma famille. Je te dis que c'est dingue. Oh man, I'm telling you, it's out of this world. There's a lot of people inside the walls that's innocent. Il y a beaucoup de gens innocents dans ces murs. Je ne dis pas qu'ils le sont tous, mais il y en a beaucoup qui sont innocents. Il y a beaucoup d'enfants qui méritent une deuxième chance. Ils méritent une seconde chance. J'ai encadré beaucoup d'entre eux comme ils m'ont encadré quand j'étais jeune. Une unité spécialisée dans la correction des erreurs judiciaires au sein des services du procureur de Baltimore a accepté en mai de se saisir du dossier et a rapidement conclu à leur innocence. Elle avait déjà disculpé 6 autres innocents au cours des 3 dernières années. Et puis en environnement à présent, les changements climatiques s'annoncent dévastateurs selon l'Organisation des Nations Unies. Pour éviter plus de catastrophes, le monde doit donc réduire les émissions de gaz à effet de serre, responsables notamment du réchauffement de la planète de 7,6% par an d'ici 2030.
Si nous avions agi en 2010, nous aurions dû réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 3,3% par an. Maintenant, à cause de notre retard climatique que nous avons essentiellement fait au cours de ces 10 dernières années, nous visons une réduction de 7,6% chaque année. Est-ce possible? Tout à fait. Faudrait-il des décisions politiques? Oui. Aurons-nous besoin de l'appui du secteur privé? Oui. Mais la science nous dit que nous pouvons le faire. Et puis c'est sur cette alerte des Nations Unies que nous refermons ce journal. Merci de votre attention. Restez toujours fidèles au programme de votre télévision. Sika TV, au revoir.